retourne encore une fois à Translab, ce lieu mythique du mastering. Cette fois, c'est Benjamin Savignoni qui nous montre sa cabine. Alors Benjamin, ça fait longtemps que je voulais faire ce studio tour. Je l'ai travaillé au corps. Ça fait longtemps que je lui propose ça. Et là, il a enfin accepté de me montrer sa cabine, de passer à l'écran. Je pense que vous le connaissez déjà, Benjamin Savignoni. C'est un des grands noms du mastering en France. Il a travaillé avec Matmata, Isaac Delusion, Damso, Irène Drezel et j'en passe. Il vient de passer les 10 milliards de streams. Il est dans le top 0,1% des ingés sur Muso, cette plateforme qui référence un peu les crédits, qui comptabilise les streams, les ventes, etc. Il est, je crois bien, dans le top 100 là, en ce moment, sur Muso. Donc, tout ça pour dire que en France, c'est un nom que vous connaissez déjà, et à l'international aussi, c'est quelqu'un qui a un nom. Si on peut juger un ingé mastering sur le nombre de streams, je sais pas si on peut, mais si on faisait ça, Benjamin, ça ferait partie des grands noms du mastering. D'ailleurs, il donne souvent de sa personne pour transmettre sa passion du mastering, son travail. Il fait des masterclass, on en parle en fin de vidéo. Vous l'avez peut-être vu aussi faire de la gravure, peut-être que vous l'avez engagé pour votre gravure parce qu'il fait ça aussi à Translab. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de matériel et qui aime bien parler de son matériel, vous verrez dans la vidéo. Donc voilà, vous l'avez forcément croisé sur votre route, Benjamin, et donc il fallait que je fasse cette vidéo pour qu'il nous détaille son matos, sa chaîne analogique qui est assez ouf, qui nous parle aussi de sa carrière qui est assez étonnante. Je pense que vous serez assez étonné de sa carrière. Et puis pour qu'il nous parle de sa vision du métier, lui qui donc a tant de succès en tant qu'ingé mastering, on a envie de savoir comment il voit le métier. On a envie de savoir ce que c'est ingé mastering et comment devenir ingé mastering. Bon, si vous êtes là, c'est aussi parce que vous aimez le matos, vous avez envie de savoir ce qu'a comme matériel Benjamin, et donc je vous invite vivement à vous rendre sur mes liens affiliés en description et en commentaire. Je vous fais une liste du matériel de Benjamin avec des liens affiliés, vous allez pouvoir du coup voir précisément ce qu'il a comme matériel, pourquoi pas acheter le même. Donc c'est que des liens affiliés, ça me permet de rétribuer la chaîne, de faire vivre ces vidéos, et puis je vous donne aussi un code promo exclusif de 5% sur KMR Germany, le site allemand de KMR, pas le site britannique. Et sur ce site allemand que vous connaissez pour sa sélection de matos, ça c'est incroyable, c'est là que vous pouvez acheter par exemple Barefoot, Lavery, toutes ces marques qui ne sont pas sur Thomann. J'ai un code promo exclusif VIC-KMR, ça vous permet d'avoir 5%, c'est assez énorme sur ces marques haut de gamme, rarement en promo, et puis ça permet encore une fois de me rétribuer puisque j'ai ma petite part du gâteau moi aussi. Je vous laisse aussi un lien vers mon site vic-malvoltimastering.com. Vous allez pouvoir en savoir plus sur mes services de mastering et puis aussi sur mes services de création de contenu puisque vous pouvez vous aussi avoir, si vous le souhaitez, votre studio tour. Bon voilà, petit point promo fini. Sans plus attendre, je vous laisse donc à la découverte de la cabine de Benjamin Savignoni à Translab. Bon visionnage. Translab, c'est le premier studio de mastering de France qui a été fondé en 1976, si je ne dis pas de bêtises, juste après le studio Gang. Donc le studio Gang qui est juste à côté. Ouais, un des studios mythiques. Donc qui a été fondé par Claude Putterflam. Donc le studio Gang en 1974 et ensuite ont suivi les studios Translab. Donc c'est le premier studio de mastering de France. En l'occurrence, le mastering à l'époque, c'était vraiment partir d'une bande analogique, faire le mastering en temps réel pour le support définitif et unique de l'époque qui était le vinyle. Donc on part de ça, on a toujours d'ailleurs un studio de gravure vinyle et s'est développé au fil des années différentes cabines de mastering où différents ingénieurs du son ont travaillé ici, se sont fait un nom et aujourd'hui on est plusieurs dont tu as déjà fait certains studios tours. Aujourd'hui c'est moi, Benjamin Savignoni dans le studio B. Donc voilà, bienvenue dans le studio B. Alors cabine assez particulière, un peu à l'ancienne on peut dire. Clairement on est un peu à l'opposé des cabines hyper modernes, très analytiques comme les Northward par exemple. D'ailleurs j'ai été écouté chez Sterling Sound, chez Chris Gehringer. C'était très très cool, très intéressant. Ici on est dans une vibe un peu opposée, justement, avec une cabine qui va être moins analytique, des écoutes un peu moins analytiques, mais hyper précise, hyper musicale. Il y a vraiment, comme tu peux le voir, beaucoup de caractère. Et puis le son aussi qui est vraiment top, quoi. C'est pour ça que je suis assez attaché à cette cabine. Ça c'est pour le système d'écoute, l'acoustique de la pièce. Après, moi j'ai beaucoup d'équipements parce que je suis un peu geek, donc j'aime ça. Ça me permet de personnaliser vraiment chaque projet. Alors j'ai pas besoin de tout ça pour travailler, mais il y a quand même des super outils, donc je vais, évidemment, je pense que tu seras assez curieux. Alors avant que tu nous parles d'équipement, tu peux continuer sur la pièce et sur le monitoring notamment, parce que
Ouais. Elles sont assez impressionnantes, tes enceintes. On va voir ça. Oui, on est sur un 4 bois. Donc un système qui est fait sur mesure. Donc on a le bas, les médiums aigus et les tweeters. Donc tout le système est fait sur mesure autour de la pièce. La pièce est faite sur mesure autour de ce monitoring principal. Avec même le meuble, hein. Tout est fait sur mesure d'époque et si on retire le meuble, la cabine sonne plus du tout, c'est vraiment intéressant. J'avais fait plein d'essais moi quand je suis arrivé oui, en c'est un gros meuble, hein, on fait plus trop comme ça. Ah oui, clairement. Au début je trouvais ça très imposant, je voulais venir avec mon système de monitoring parce que j'avais une petite cabine de mastering et je travaillais avec du PSI à l'époque, les A215M. J'ai vu des photos où elles étaient ici à tes PSI, donc au début tu les as mis pour pas être parce que je venais d'arriver, donc je voulais travailler avec mes écoutes, mais il s'avérait que les 215M sonnaient pas du tout ici, le bas passait pas, j'avais des gros creux, ça marchait pas, il y avait aussi des pieds, pas des pieds, donc à l'époque il y avait des supports qui permettaient de poser des enceintes de proximité, les 10-30, comme on peut voir derrière, que j'ai finalement mis sur le rack derrière, École Translab, voilà, Alex travaille beaucoup sur les 10-30, Chab à l'époque aussi. Je suis pas le seul, mais dans cette cabine, il y a une petite résonance dans le bas médium qui a toujours été un petit peu compliqué. Et finalement, mettre des enceintes de proximité ici, même si j'ai essayé beaucoup de modèles, dont les Keytree, ça m'a amené vers les Dutch aussi, évidemment que tu connais bien, que j'ai pour le coup chez moi. Et ben j'ai finalement décidé de retirer ces enceintes, de travailler principalement sur le main, qui a été très très bien réglé avec mon collègue Guillaume Cozzi, qui a aussi réglé d'autres systèmes chez Translab, qui est un très très bon caler système. Donc j'ai vu moi derrière les vitres, il y a un processeur Xilica, des amplis, donc on est sur un système actif je suppose. Alors c'est le, je dis pas de bêtises, le 4080 en effet de chez Xilica, avec du Crest. Voilà, c'était comme ça marche très très bien. Donc c'est assez punchy, puissant, c'est très équilibré. Il y a très très peu de corrections finalement dans Xilica. Tout le travail qui a été fait, c'était vraiment ça a été le choix des bonnes fréquences de coupure. Et puis des filtres, des crossovers, c'était hyper important. Et ça a vraiment fait la plus grosse partie du job. Parce que toi, tu as entendu avant cette calibration par... Ouais. Avant, quand je suis arrivé, je pensais pas que je pouvais travailler sur ce système, très sincèrement. Et en fait, c'était une très très belle surprise de découvrir que ce système était hyper musical, très précis. Jean-Pierre Giagnot, qui est un peu le directeur technique ici, qui est un grand monsieur du son français, un très grand ingénieur du son, qui est un peu une référence, et qui est notre référence quand justement on a des questions techniques, est venu écouter, nous a dit que voilà, cette cabine n'avait jamais sonné aussi bien, et depuis, je fais plein de disques ici. Mais d'ailleurs, c'était le cas avant, je faisais aussi plein de disques avec ce système, voilà, encore une fois, qui est accordé vraiment à la cabine. Trop bien, trop bien. Est-ce qu'on peut parler toujours monitoring? Moi, j'ai envie de poser des questions sur les génériques. Oui, alors, encore une fois, ce système-là, le main, il est très précis musical, mais pas hyper analytique. Donc moi, du coup, c'est un renfort qui me permet d'avoir une écoute plus critique, plus analytique, et qui représente un petit peu le système moyen de Monsieur Tout-le-Monde. Donc c'est une référence assez intéressante. Et puis il y a un petit point stratégique aussi, c'est-à-dire que sur un gros système, quand on voit vraiment tout le spectre audio de manière assez équilibrée, donc tout l'infrabass, ce qui est nécessaire dans une cabine de mastering, on peut vite être flatté par ce bas généreux et les extrêmes aigus, etc. Et puis négliger éventuellement cette zone autour des 100 Hz, 120 Hz, qui va être finalement le bas de beaucoup de systèmes de diffusion standard pour la plupart des gens. Et ça va nous le rappeler instantanément, par exemple. Donc ce côté un peu plus analytique, un peu un garde-fou. Bon, je me fais moins piéger par ça aujourd'hui parce que j'ai l'expérience et je connais la cabine par cœur. Ça va me donner cette écoute-là, ça va me permettre d'écouter de manière différente. C'est aussi en face des compresseurs, donc stratégiquement c'est assez intéressant. Moi aussi je travaille plutôt à bas volume. Et ce qu'on fait aussi chez Translab, je présume que tu en avais parlé peut-être un peu avec Alex, mais en fait on utilise plutôt un système de couplage nous. Aujourd'hui la mode c'est plutôt le découplage, mais en réalité si on découple les génériques, là il n'y a plus de bas, c'est le couplage qui fait qu'elles vont sonner un petit peu plus pleines avec un bas plus dense et ça marche très très bien. Alors toujours sur le monitoring, mais pas sur les oreilles, est-ce que tu utilises des outils visuels? Oui, bien sûr. On a le vumètre, là, analogique, en effet, qui est un outil hyper intéressant pour capter toute la dynamique et la dynamique réelle du signal, voir cette correspondance entre ce qu'on entend et puis le visuel, donc c'est assez cool, c'est très utile. Un picmètre, là, analogique aussi, très intéressant. Et puis les outils digitaux de Wavelab, voilà, du RMS, des outils de visualisation de panoramique, un spectromètre, et puis un peu de LUFS, là. Je t'avoue que je l'affiche depuis relativement peu de temps, le LUFS, mais ça fait partie des outils de mesure intéressants. Ok. On peut parler de ta chaîne? Ouais, bien sûr. Ah, pour les écoutes, juste avant les casques. Ah, les casques. Mais oui, parce que en outil justement analytique et très musical, j'ai
Je suis très team Focal moi, donc là j'ai l'Utopia 2, voilà, qui est hyper cool, que j'aime beaucoup, vraiment, c'est un super casque. Bon, c'est du haut de gamme, hein, mais... Alors, est-ce que tu l'utilises au quotidien ou pas? Quasiment, oui, très régulièrement. Qu'est-ce que tu cherches dans le casque? Eh ben, il va amener beaucoup de précision, beaucoup de détails, donc voilà, quelque chose de très analytique, qui reste très musical du coup chez Focal, et puis éventuellement pour travailler des détails très techniques, des petits clics, ce genre de choses, du denoising. Au casque, ça va être voilà, un peu plus confortable qu'aux enceintes, on fait tout ça un petit peu, voilà, quand il y a vraiment un petit défaut comme ça à aller chercher, c'est plutôt cool. Et puis dans la balance tonale aussi d'un album, c'est intéressant d'avoir cette écoute. Beaucoup de gens écoutent au casque aussi, hein, aujourd'hui, au AirPod et tout, etc. Donc c'est intéressant d'avoir aussi ce rendu à l'écoute. Alors, est-ce qu'on peut parler du coup de ta chaîne qui est assez impressionnante quand même, il y a beaucoup de matériel? Ouais, bien sûr. Écoute, je suis sur une carte son, alors on est sur un PC déjà, je suis plutôt team PC. À l'origine, même si j'ai un Mac à la maison M1, mais on est sur un PC ici, fait sur mesure, justement par Guillaume, avec une carte son RME en full AES EBU. Donc j'ai une ligne AES qui part dans le Forcell, ici en bas, donc dans le convertisseur digital vers analogique, ouais. Donc DA ce sera digital vers analogique, qui va me convertir du coup le signal digital, donc AES EBU, en analogique. Donc il est connecté au Grace Design, qui est le contrôleur de monitoring, on voit la télécommande ici, qui me permet de splitter entre les enceintes main, les petites Genelec, un ampli casque, bon là que j'ai pas, mais qui est un vieux électrique V280, super bon ampli casque d'ailleurs. Mais alors le Forcell, c'est pour le monitoring? Alors il y a deux canaux. Donc on va y venir, mais il y a une ligne pour le monitoring déjà, et c'est le Forcell que j'ai choisi. Il y a en effet un convertisseur dans le Grace Design, qui est très bien, hein, mais le Forcell pour moi il est un step au-dessus, donc j'utilise le Forcell pour ça. Donc ça c'est juste pour la partie écoute. Pour la partie analogique, donc il faut imaginer que quand je mets un mix, je peux mettre un petit peu de traitement digital dessus, un plugin, une EQ, un desync, ensuite ça part en AES EBU pour attaquer la chaîne, donc c'est splitté en deux lignes AES. Il y a une ligne qui part à nouveau dans le Forcell, et une autre ligne qui parle dans le merging, donc ça me fait deux conversions digitales à l'analogique en parallèle, qui vont attaquer ma console de mastering, ici la Dangerous Master, que tu peux voir en bas, donc qui est une console de mastering assez classique, hein. Et là, en entrée, je vais pouvoir choisir entre les deux DA. Bon, en réalité, j'utilise quasiment tout le temps le Forcell, 2 DA aujourd'hui, c'est quand même très proche, donc là, on pignole un petit peu, mais ils sont disponibles, donc je les ai quand même câblés pour avoir le choix. Et puis si jamais il y en a un qui est défaillant, pouf, on a tout de suite du spare ici, c'est l'avantage dans des belles cabines. Donc voilà, donc la console, on a un petit gain d'entrée bien sûr qui est hyper important dans une stratégie de mastering, d'avoir ce gain d'entrée pour attaquer plus ou moins fort la chaîne. Tous les ingé mastering utilisent cette stratégie avec un gain de sortie pour relâcher ou attaquer plus ou moins fort en fin de chaîne et faire jouer l'ensemble des traitements qu'on va avoir entre ces deux gains. Et donc on a un premier point d'insert ici en 1, et là est relié la SPL Hermès, donc un routeur avec 8 points d'insert dans lesquels il y a différentes machines. Donc en premier il y a les EQ, donc j'ai un matriceur MS, donc mid-side, qui permet de splitter un EQ traditionnel gauche-droite en sand-side, pareil, qui est une stratégie hyper habituelle dans le mastering. Et donc sont câblés sur ce matriceur MS, le Manley Massive Passive et le TubeTech HLT de AM que j'ai mis en série parce que j'aime bien le son que ça a. Il y a une jolie, ça match bien. Il y a un joli mariage entre les deux. Donc le Manley Massive Passive qui est l'EQ vraiment en référence, très utilisé dans le mastering et dans la prise de son, le mix, qui a ce côté chaud, crémeux, épais, très musical. Moi j'ai la version mix. J'ai essayé la version mastering, j'en ai même acheté 2 pour tout dire, de différentes époques. En fait, ça n'a pas du tout le même son, c'est pas le même type de lampe dedans, c'est pas la même conception. Ah, donc c'est pas juste des boutons crantés ou pas crantés, quoi. Pas du tout. Je me demandais pourquoi Bob Ludwig, chez Sterling Sound, ils avaient gardé la version mix, donc des fois même la Grey Face, qui est un petit peu différente. En fait, ça n'a pas le même son. Là, il y a beaucoup plus de caractère, beaucoup plus de personnalité. Ah, c'est intéressant, ça. La version mastering, elle est un petit peu plus clean. Il y a toujours le côté Manley, évidemment le côté Massive Passive, mais là, dans la version mix, il y a plus de caractère, et moi, dans mon setup, dans ma manière de travailler, je préférais, et finalement, j'ai gardé celle-là. Et puis quand je fais des recalls, même en restant LR, en étant relativement imprécis, on est à moins 0,1 de différence, en fait, c'est très précis, je préfère même au bouton cranté, finalement, et je reste sur des valeurs assez standards, donc aucun souci pour les recalls, et puis je le mets en MS par défaut. Le TubeTech, lui, il a un son, vraiment les aigus, un shelf très pétillant, ça vient presque exciter, c'est vraiment très cool, ça ouvre vraiment les choses en faisant vivre le son, c'est hyper intéressant. À tube aussi, avec un bas au contraire très lent, très mou, qui vient faire vivre plutôt le sustain, les basses plus que le kick, donc voilà. Ça c'est pour les premières
les premières EQ, et en dessous j'ai un Knif Hexa, qui est sur un autre canal, en 2 là, sur la Hermès. Donc là on est sur un EQ clean, avec un matriceur Hermès intégré. Donc voilà, un peu comme un Maselec ou un GML 9500, donc très très clean, donc pas transparent comme un FabFilter, mais pas non plus coloré comme un Manley. On est sur quelque chose de clean avec un son analogue, mais qui reste très discret, même si ça a une vraie patte. Et là déjà on a la stratégie de base d'à peu près toutes les cabines de mastering. Une EQ colorée, une EQ très clean, où on va, je sais pas moi, rendre le bas précis, punchy et tight avec le Knif, et puis ramener une présence élégante dans le haut médium sans exciter les transitoires avec le Manley, ou inversement, voilà, faire vivre, pétiller le haut et puis mettre un bas charnu avec le Manley. Donc voilà, ça permet de faire beaucoup de choses rien qu'avec ces EQ. Et donc j'en ai d'autres qui vont me donner d'autres saveurs pour le kiff. Une que j'utilise beaucoup, c'est le Dangerous Backs. Voilà, le coup de back j'aime beaucoup, qui vient shaper avec cette courbe de back and ball, c'est-à-dire qu'il va retirer l'infrabas mais en faisant puncher le bas. Et ça c'est hyper intéressant musicalement. En compressant derrière, on arrive à avoir des trucs, ramener de la tension, de l'élasticité dans le grave, c'est hyper cool. Voilà, avec un bas très punchy, très plein, très fat. En 3, je vais avoir le Buzz Audio, qui a aussi son matriceur MS d'ailleurs. Donc il y a un équaliseur passif, très doux, très musical, qui sonne analogue, mais avec une teinte un petit peu moderne, que j'aime beaucoup sur la pop, l'électropop, ce genre de choses. C'est très cool, avec des petites options de saturation aussi qui sont très sympas pour le bas. Voilà, ensuite on est pas mal sur les EQ. Ah oui, il en reste 2 quand même, et pas des moindres, le Fairman TM-EQ, donc un très très bel EQ à lampe, il y a 22 tubes dedans. Alors là on est sur un grain beaucoup plus épais, crunchy. Ça vient saturer le son, on entend vraiment une patte forte, c'est pas du tout un chaud crémeux comme le Manley, on est vraiment sur un chaud qui sature avec ce crunch qui est hyper cool sur le rock. C'est très très cool aussi sur l'électro, voilà, qui a besoin un peu d'épaisseur. Sur des musiques acoustiques aussi, c'est très très beau. Par contre, sur des musiques où on a besoin beaucoup de finesse, où on est sur des voix de femmes avec des sons de synthé très légers, bon bah du coup, cette saturation elle sera pas forcément bienvenue. Mais c'est le cas de beaucoup de machines qui ont beaucoup de caractère. Souvent, c'est un peu moins polyvalent. Par contre, quand ça marche très fort. C'est un peu le cas du Fairman TM-EQ. Et pour finir, les EAR 822Q en bas. Donc type Pultec, mais façon EAR. Hyper musical. Je les utilise un petit peu moins en ce moment, mais les aigus sont très très jolis, très fins. Le bas aussi est très élégant. Voilà, c'est très cool quoi. Donc voilà pour les EQ. Et un EQ qui est pas là d'habitude, le 495, le Neumann. Ah oui, pardon. Alors non, on est sur le PEA. Exact. C'est vrai que d'habitude, okay. J'ai d'autres machines. Là, c'est les VacuVox qui sont pas là malheureusement pour ton studio tour, qui sont quand même des machines incroyables. Mais c'est en révision. Et du coup, j'ai ressorti du placard les Neumann et puis le API 2500. Donc le PEA, bah écoute, ouais, qui est super avec le bas hyper plein et puis les aigus très texturés. C'est assez cool. Je m'en servais un petit peu moins parce que finalement avec mon arsenal, j'avais de quoi travailler, et puis c'est des pattes 2 dB, donc bon, c'est quand même un peu moins polyvalent en mastering. Donc voilà, mais c'est super, ouais, ça marche très très bien. Alors tu peux quand même nous parler peut-être des VacuVox, même s'ils sont absents. Bien sûr. Alors ensuite j'ai les compresseurs. Donc les VacuVox qui sont, c'est une machine assez incroyable. C'est très très beau. Ça vient faire le travail un peu de 2-3 machines en même temps. Ça fait le travail d'un compresseur évidemment. Il y a le DSR qui est intégré. Et puis voilà, en passant par les transpos, il y a ce son qui vient être un petit peu compressé presque de manière dynamique. Ça fait le boulot de 3 machines. C'est très très élégant quand ça marche. Sur les musiques jouées, justement, ça vient lisser et tout en maintenant l'énergie, mais ça va apaiser les résonances, beaucoup de choses, et ça rend, t'as l'impression de finir le disque en passant juste dans cette machine. C'est hyper stylé. C'est une très très jolie machine, ça peut, ceci dit, clairement. Mais là c'est en révision, c'est aussi une machine qui est un petit peu capricieuse en ce qui concerne l'entretien, donc il y a des étapes de révision à faire. Voilà, moi je l'avais depuis 4 ans, donc voilà, c'est parti quelques semaines. En compression, je vais avoir aussi le Maselec MLA4, compresseur multibande de chez Maselec, qui est peut-être le compresseur que j'utilise le plus souvent, des fois juste pour une bande. C'est pas comme un FabFilter qui va être hyper transparent, par exemple un Pro MB, où on va pas vraiment entendre l'action, on va entendre le résultat, mais on va pas vraiment entendre tant que ça le compresseur agir. Là, le Maselec, il va apporter une tension, une élasticité, quelque chose d'hyper musical, et justement en développant
des stratégies avec le back, en faisant puncher un peu le bas en compressant derrière, on ramène de la tension, ce qui rend du coup, ça peut rendre le bas explosif, c'est assez cool, tout en restant discret et musical, sans entendre le process. Ça vient juste rajouter un truc dans le groove, la musicalité, l'élasticité, le mouvement, la sensation, et c'est hyper agréable. Voilà, ensuite on a le Fairman Tube Mastering Compressor, le TMC. Donc il y a un très beau compresseur à lampe cousin du Fairchild un petit peu. On a les temps d'attaque qui sont pré-réglés en genre fast fast, fast medium, fast slow, medium fast, medium medium et slow slow. Et là on va vraiment choisir un peu le groove presque, dans le sens où il n'y a pas de mauvais réglage, on n'entendra jamais pomper. Ça a toujours une réaction hyper musicale, et il faut juste choisir le preset approprié à la musique. Alors ça marche sur les sons quand même qui sont pas trop compressés, mais ça vient vraiment relever tous les sons un petit peu derrière, ça vient lier de manière hyper élégante et musicale. C'est assez cool. Il n'y a pas de sidechain et pourtant tu peux envoyer beaucoup de bas dedans, ça réagit hyper bien. C'est une machine hyper stable, voilà, c'est vraiment un très beau compresseur. Et c'est un peu l'inverse des VacuVox en termes de rendu, c'est-à-dire que le Fairman il vient révéler un petit peu la musique et danser un petit peu autour, et le VacuVox il va plutôt la contenir, la tenir. Et voilà, donc ça fait deux très belles machines pour un setup. Alors moi j'ai pas besoin de tout ça pour travailler en réalité, je me suis vraiment fait plaisir. Les ingé mastering, on a tous un côté geek ou créatif, et il y a une part qui va prendre plus ou moins le dessus en fonction de ta personnalité, ton parcours, qui t'es, et puis dans ton évolution de carrière. Moi j'ai commencé beaucoup plus geek, plus ça va, plus je vais vers un truc créatif, parce que je maîtrise les outils, ça y est, j'ai fait le tour un peu, j'ai testé plein de machines, ma geekerie est satisfaite, et du coup maintenant, avec finalement moins de choses, j'ai plus de résultats, mais je garde ce plaisir d'avoir le choix dans les outils, voilà, parce qu'être passionné par les outils, voilà, c'est aussi important dans ce type de métier. Donc voilà, écoute, on arrive à la fin de la chaîne où on va attaquer le Maselec MPL2, qui est probablement une des meilleures machines avec 2 boutons du marché dans le mastering. On a un limiteur analogue, donc on n'est pas comme sur un limiteur digital, hein, ça reste une sorte de compresseur avec un gros ratio, mais qui est très clean et efficace, et un DSR, une sorte de shelf automatique qui va compresser plus ou moins et descendre plus ou moins en fréquence en fonction du signal qui rentre, mais tout ça est hyper musical, c'est un must-have, c'est vraiment très cool en mastering, c'est hyper efficace. Et en fin de chaîne, donc j'ai mon gain de sortie en fin de la console, et je vais attaquer du coup mes 3 convertisseurs AD, donc analogique digital. Alors j'ai 2 laveries, c'est assez rare ça, donc le dernier, le Saviteur, donc un son très précis, hyper tight, avec beaucoup d'informations et beaucoup d'options aussi. Il y a le soft clipping de chez Laverie qui est très cool, il y a le MX qui est un limiteur qui est aussi très intéressant, et puis la Touch Laverie dans le son, quoi, cette fameuse identité dans le médium qui fait le son de beaucoup de disques et qui est hyper intéressante. Et à l'opposé, et dans le son c'est vraiment assez éloigné finalement, c'est le MK3. Alors c'est pas vraiment le MK3, c'est une sorte de best-of pour moi, hein. C'est-à-dire que c'est le MK2 en réalité qui a été upgradé au MK3. Alors ça c'est vraiment une geekerie que j'ai cherché longtemps, parce que le MK2 c'est le son un peu US des années 2000, avec ce côté vraiment texturé, un peu tape dans le médium, le son Laverie, quoi. Sauf que le MK2 avec une cloque qui était pas hyper quali, et donc ils sont passés au MK3 pour ça, mais le MK3 perdait un petit peu cette touch qu'avait le MK2, et donc c'est la carte mère du MK2, le tout MK2 en MK3. Et je trouve ça très cool. Alors ça marche pas sur tout, parce que du coup ça vient ralentir un petit peu le bas, ça vient shaper un petit peu les transitoires, mais des fois il y a un truc d'équilibre, de musicalité pareil dans le son, qui fait que quand ça fonctionne sur certains projets, c'est un ticket, et c'est assez dur à reproduire au plug. J'ai essayé pendant des années, parce que ça c'est une machine que je retrouverai pas, ou si ça lâche c'est difficilement réparable, mais voilà, c'est un super son. Et enfin le merging API, qui est quasiment transparent, et qui va se situer en fait presque un peu entre les deux. C'est-à-dire que lui il est hyper précis, mais il ramène plus de transitoires, le API. Il vient très légèrement adoucir, comme laquer les transitoires, ça donne une sensation de finition. C'est extrêmement léger, c'est subtil, mais c'est très joli. Et je travaille avec ça.
Alors pareil, j'ai pas besoin des 3, mais je me fais plaisir. Et en fonction de quel convertisseur j'utilise, eh ben, je vais adapter le limiter en fonction, j'ai mes petites recettes, etc. Donc je cherche pas forcément la transparence absolue dans la conversion, même si évidemment de base ça peut être très très transparent, mais plutôt la musicalité avec la conversion. Si jamais je veux rester très transparent, je vais plutôt rester in the box. Si on a un mix par exemple qui est hyper solide, très très bien fini, le fait des fois de passer dans la chaîne, ça peut juste dégrader un tout petit peu la musicalité, l'équilibre, les transitoires, l'impact dans le bas. Parfois ça va rajouter un truc, des fois c'est encore mieux, mais des fois on peut perdre quelque chose, donc du coup je vais potentiellement toujours tester in the box, des fois ça marche très bien. Et en général, pas toujours, mais quand on a des mix qui ont besoin de plus de travail au mastering, où il y a besoin de ramener plus de caractères, l'analogique, la chaîne, ça marche très très fort. Et plus on doit rester fin et discret, plus je vais aller vers des configs in the box. Donc ça t'arrive assez régulièrement de pas utiliser toutes ces machines et rester 100% avec des plugins, quoi. Oui, en effet. Parfois, il faut rester hyper discret. Et l'in the box aujourd'hui, ça marche très très bien. On a des outils en plugin qui sont hyper performants. D'autant plus, ces mix sont hyper bien aboutis. Et qui a tout le caractère dedans, il n'y a aucune raison de rajouter de la couleur par-ci, par-là. Néanmoins, je teste toujours avec et sans la chaîne. Et des fois, même si le mix est quasiment parfait, le fait de passer juste dans la conversion, il se passe un truc hyper cool. Des fois, si les artistes ou l'ingé son mix est intéressé, je fais 2 versions. Des fois, il faut justement éviter de faire 2 versions pour pas donner le choix. Mais en tout cas, je teste toujours. Donc voilà, ouais. Est-ce qu'on parle de ta carrière ? Tu as un parcours quand même qui est assez particulier. Donc moi j'adore poser une question aux ingé mastering parce que c'est toujours une histoire rocambolesque. Comment est-ce que tu es devenu ingé mastering ? Ouais, alors en effet, j'ai pas le parcours habituel. Mais est-ce qu'il y a un parcours habituel ? Est-ce qu'il y a un parcours habituel pour devenir ingé mastering ? La plupart de mes confrères quand même, ils sont passés dans des grands studios, ils ont été assistants, ils ont touché au mix. En général, il y avait un peu ce parcours à l'époque quand même, où certains ont fait des écoles de son. Il y avait quand même quelques balises, alors pas toujours. Pour le coup, moi je suis 100% autodidacte. J'ai commencé dans le son, je devais avoir 14 ans, puis je suis allé voir un pote jouer un concert de métal. C'était le groupe Pastel à l'époque, avec Thierry, un ami d'enfance. Et puis je me suis mis au balcon, c'était à l'usine à Chapeau, à Rambouillet. Petite salle de concert hyper cool, avec un vrai dynamisme en termes de programmation, et puis c'était la ville où j'avais grandi. Et puis j'étais au balcon, puis je regarde le mec en dessous à la console, je fais c'est ça que je veux faire en fait dans ma life, quoi. Et 2 semaines après, j'étais là, je roulais des câbles. 1 an après, je remplaçais le régisseur, Laurent Lecoq, d'ailleurs, qui m'a accueilli avec beaucoup de patience, de pédagogie, qui est un mec super. Et tout de suite, j'ai commencé à économiser, à pousser des palettes à Carrefour pour m'acheter des SN57. Le Graal à l'époque, la 01V, tu vois. J'ai commencé à faire des maquettes avec les groupes locaux, à suivre des petits groupes en tournée, en vivotant dans le coin. Et puis j'ai arrêté les études parce que j'étais pas très très scolaire. Enfin en fait, j'étais très très fort dans ce que j'aimais beaucoup. Et puis nul dans ce qui ne m'intéressait pas. Donc j'étais en cours avec des bouquins de son, littéralement, avec la moitié des profs qui me disaient que j'étais un cancre et que j'y arriverais pas, et puis l'autre moitié qui me disait mais vas-y, fais ton truc en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc à 19 ans, je me suis retrouvé chez moi. Donc je galérais un peu, mais je faisais ce que j'aimais. Et puis vers 23 ans... Donc tu faisais quoi ? Tu faisais pas mal de live ? Pas mal de live, des petites maquettes. Il y avait même à 18 ans, il y a un artiste qui m'avait fait confiance. On avait enregistré un album, on avait fait des prises de son, c'était chez Midi Live et tout, etc. Enfin, c'était assez cool. J'ai mixé tout ça un peu à la maison, dans des conditions un peu rudimentaires, mais c'était sympa quand même. Je me faisais la main. Et déjà à l'époque, je kiffais cette étape de finition du mastering où il y avait quasiment pas de plug. Je me rappelle le premier mastering que j'ai fait, je l'ai fait avec un DBX 1066, je crois. Enfin, c'était lunaire, ça marchait en clippant la 02R. Enfin bon, bref. Mais ça l'a fait. Donc c'était assez fascinant. Vers 23 ans, il y a un pote qui sort d'école de son, du coup. Lui qui avait suivi un parcours un peu plus traditionnel. On monte une association, on fait une sorte de studio itinérant, on travaille beaucoup dans l'Eure-et-Loire, on monte un festival pour la partie technique, qui s'appelait Explosion à l'époque. Et puis j'enregistre des groupes un peu partout, à gauche, à droite. Je gagne de plus en plus ma vie, même si ça restait assez modeste. Puis j'achète des distressors dans 76, une console, etc., etc. Mais toujours pas de quoi prendre un local. Et à ce moment-là, je suis mis en contact avec Marc Isako, qui travaillait à 50 ans en Yvelines, puis développait une sorte de label municipal avec un studio d'enregistrement, il y avait des salles de concert et un centre culturel à monter.
Donc je postule, je suis pris, je fais bon bah voilà, j'ai enfin un salaire fixe, incroyable. Et donc je travaille dans cette structure. Donc c'était tes techniciens maison. J'étais technicien maison. C'était quoi l'émission au quotidien? Refonder le studio, enregistrer des artistes pour faire des maquettes, des albums pour les rendre crédibles auprès de majors, etc. Et en fait, au fil des années, j'ai démarré technicien son, puis j'étais devenu régisseur, puis ça allait vers de la direction technique. Donc c'était très intéressant, très cool, mais à la fin, je gérais des plannings, des budgets, des équipes, et bon, je m'éloignais de plus en plus du son. Et donc, pendant toute cette période, 10 ans en réalité, je faisais du mastering à la maison. Je mettais tout mon argent de côté, puis j'achetais une machine, parce que ça coûte très très cher ces outils. Là, le setup que vous voyez, quasiment toutes les machines sont à moi en réalité. Mais petit à petit, voilà, j'étais au casque à la maison, avec 2-3 bécanes. Et on m'a mis en concurrence, après avoir bossé avec des groupes locaux, je m'étais fait un petit nom, un petit réseau, avec Sterling Sound, avec Translab. Et j'ai gagné à plusieurs reprises, donc c'était assez cool. Parce que j'ai joué ma vie, moi j'étais au casque, mais je le faisais 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, 1 heure le mercredi, 1 heure le jeudi. Et en fait, je le savais pas à l'époque, mais ce qui est intéressant pour développer du savoir-faire en mastering quand on n'a pas forcément une cabine, c'est d'avoir en effet un point d'écoute full range, qui peut être le casque. Donc le casque, quand on n'a pas des conditions optimum, en plus des monitoring, le casque ça peut être un très bon repère pour le bas. En tout cas, moi ça m'a beaucoup servi. Et puis splitter un peu le temps entre l'apprentissage des outils, c'est-à-dire créer un point de départ avec chaque outil, soit un plugin ou une machine, puis se créer sa petite chaîne, un point de départ avec ça, passer du temps à geeker ça, et puis le lendemain faire du vrai mastering, une fois qu'on a son point de départ, allez hop, là on attaque, et l'idée c'est d'être efficace avec ça. Donc c'est un peu séparer ces deux temps, et sans m'en rendre compte, je faisais ça, j'avais des soirs où je geekais les plugins en essayant de faire du mastering, mais en réalité j'étais en train d'apprendre à me servir des outils, et puis ensuite j'écoutais partout, et puis je disais ah non mais il y a ça qui va pas, et le lendemain je fais non, là je vais toucher ça, et là je faisais vraiment du mastering, je faisais un truc cool pour la musique, et j'avais eu des plutôt bons résultats. Bref, tout ça m'amène en 2014, je m'installe à Paris, je monte ma petite cabine chez moi qui s'appelait Amplitude Mastering, avec les PIC, les A215M, et à ce moment-là je commence à bosser avec des gens de plus en plus sérieux, c'est là que je rencontre Perceval Carré notamment, avec qui on travaille sur plusieurs projets, et d'autres artistes et quelques petits labels, et je contacte Translab, en me disant voilà, j'ai du savoir-faire, je tape à la porte, on m'a dit écoutez non, on a quelqu'un, mais tenez-nous au courant quoi. Et 2 ans après, c'est Translab qui me rappelle en me disant venez, on a quelque chose à vous proposer. Je reviens en 2017, et puis ça l'a fait. Donc pour le mastering dans le B, et puis pour la gravure sur lac pour la production de vinyle que je connaissais pas, j'ai découvert ici. Et j'ai un souvenir d'été 2017 où Alex est parti en vacances, et Emmanuela qui est l'assistante de direction me dit bon écoute là on a un titre pour Alonso, le mix arrive à 16h30, il faut que ce livre à 18h, c'est bon pour toi? Je fais ouais, je connaissais à peine la cabine, je venais à peine de régler les enceintes. J'ai fait le master, c'était validé direct. Tout le monde aurait compris qu'il aurait fallu une V2 ou une V3, mais ça l'a fait. Et pour la gravure, c'était un peu pareil. J'avais assisté Alex, je l'avais regardé graver 3-4 projets. Ensuite, on a passé 2 heures dans la cabine ensemble. Il me dit voilà, ce bouton ça sert à ça, ce bouton ça sert à ça, ça sert à régler ça, j'ai tout noté. Il est parti, et Emmanuel me fait bon écoute, il y a le prochain double album d'Eddie Mitchell à graver dans une semaine, tu le sens? Je fais ouais, dans ma tête c'était non, pas du tout quoi. Et donc je passais le week-end à geeker évidemment à la cabine, j'y ai passé 12 heures au lieu de 4, j'ai tout gravé, j'ai tout réécouté, et puis ça l'a fait quoi. Donc voilà pour le parcours, en effet, j'ai pas fait les écoles de son, j'ai pas eu de mentor dans le mastering, j'ai appris tout seul en faisant mes propres recettes, et en fait c'est comme ça qu'on progresse le mieux. C'est intéressant de s'inspirer, mais s'il y a quelque chose qui marche super bien pour tel ingé et que pour toi ça marche pas, en fait c'est juste que pour toi ça marche pas, c'est pas grave. Une fois que j'ai capté ça, que j'ai fait mes propres tests avec mes propres machines, mes propres protocoles, ça va beaucoup mieux. Évidemment avec quelques bons conseils, il y a Alex à côté qui a beaucoup de bouteilles, c'était très très cool. Et puis voilà, on a fait plein de beaux disques du coup depuis, c'est super. On te retrouve avec la tasse magiquement apparue dans la main pour te demander. Mais bien sûr. Pourquoi est-ce que tu peux nous parler de ton autre carrière un petit peu d'enseignant? Tu transmets un peu plus ton savoir depuis quelques années? Alors je n'irai pas dans carrière parce que c'est une petite activité que je développe en parallèle, mais qui me plaît beaucoup. En effet, il y a l'INA avec François Coyot qui intervient dans le cadre des stages de mastering depuis que je suis là, depuis 2017. Quelques fois par an sur une demi-journée. Et c'est toujours hyper plaisant, j'y prenais beaucoup de plaisir, j'y prends toujours beaucoup de plaisir d'échanger, de partager. Et donc en effet, j'ai développé un petit peu
J'ai développé un petit peu de savoir-faire en pédagogie, ce genre de choses. J'ai un petit programme qui s'adapte en fonction des demandes. J'interviens dans plusieurs écoles maintenant, donc je vais tester, voir si ça me plaît. Parce que déjà à l'époque c'était de temps en temps et c'est très cool. Là ça devient un petit peu plus régulier et de manière un peu plus répétitive. Mais c'est hyper intéressant de voir les étudiants ou les gens qui viennent, les ingé-sons, qui ont envie de se perfectionner dans le mastering, de capter ce qu'est le mastering ou de comprendre comment préparer leur session de mix pour avoir de meilleurs résultats au mastering. Et donc d'aborder tous ces sujets, c'est hyper plaisant. Souvent par exemple, je commence avec un exemple assez spectaculaire pour bien leur faire capter le travail de mastering. Parce que l'idée dans le mastering, c'est d'aller assez vite à un résultat très très fini pour ne pas s'habituer aux défauts du mix et profiter de cette écoute objective et distante et fraîche qu'on a en tant qu'AG mastering. Donc moi quand j'ai un mix, j'ai un peu une vision de ce que doit rendre le résultat final, ou au moins une direction, et donc j'y vais assez vite et finalement en assez peu de temps on a un résultat assez fini et ensuite on va passer beaucoup de temps à travailler des détails qui vont faire la différence. Et donc je leur fais écouter ces différents traitements, et souvent à chaque traitement ils savent pas trop quoi écouter, donc je vais leur faire ressentir quoi écouter. Ça leur permet de bien capter ce qui se passe, et ensuite on voit vraiment les différences de résultats, et puis petit à petit au long des sessions on termine vers des résultats beaucoup plus transparents avec des mix hyper aboutis où là pour le coup on est sur des différences assez subtiles et c'est assez intéressant. C'est très très cool. Et puis en fait, même si c'est un petit peu répétitif, des fois justement il y a un échange avec les étudiants, avec les gens qui viennent partager ça, et j'aime beaucoup en effet partager, échanger et apporter un petit peu de cette approche, quoi. Et alors c'est quoi l'approche mastering justement, cette écoute, en quoi elle se différencie de l'approche mixage? Au mastering, l'idée c'est de finaliser le titre, donc c'est de pousser la direction, la vision de l'artiste, et de finaliser la vision aussi, la proposition du mixeur. Et des fois, s'il y a par exemple des fois il peut y avoir une direction avec un trait un tout petit peu trop prononcé. On va mettre un élément un peu trop en avant parce que c'est l'élément phare du titre. Et des fois, justement, il va contrôler ça. Donc c'est un truc de musicalité, de groove, c'est-à-dire d'utiliser des outils pour traiter le son. Mais des fois, on travaille pas tant le son que ça dans le mastering. On va travailler vraiment la musique, faire ressortir tel ou tel élément avec ces outils techniques, et légèrement adoucir ce trait qui est un peu trop prononcé pour faire ressortir d'autres éléments, créer plus d'homogénéité, faire en sorte que l'ensemble sonne mieux, que le kick and bass soit plus lié, que la snare soit légèrement lissée, ou que par exemple, si un mix manque par exemple de clarté, je vais utiliser des EQ pour l'ouvrir, donc soit des EQ très douces, soit des EQ au contraire plus dynamiques, et ça va faire sortir un petit défaut. Tiens, la caisse claire elle est un peu trop sèche, maintenant les sifflements d'ivoire ressortent, puis on va traiter ces détails. Et donc c'est d'avoir cette vision distante qui permet tout de suite d'analyser et de se rendre compte des éléments qui vont permettre de faire sonner le mix, pour ensuite l'apporter assez rapidement, assez fraîchement, et ensuite aller gommer ou traiter les détails qui vont rendre ça perfectible. Ça c'est un exemple. L'autre exemple, ça va être d'identifier l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mix qui parfois manquent de direction, où on entend tout trop bien. Sauf que pour que le titre il tourne, en fait ce qui est important, ça va être la basse et la voix, et guitare, batterie, ça va venir accompagner. Donc on va arriver à faire ressortir ces éléments parce que c'est comme ça que le titre sonne le mieux, et d'un seul coup, de manière assez subtile et légère, parce qu'on n'est pas là pour refaire le mix, on est au service du mix. Le mix est plus important que le mastering, mais au mastering, on va avoir cette étape de finition qui va être à la fois technique, donc ce rapport à la transportabilité, le fait que ça sonne aussi bien que possible sur tous les supports, et aussi ce rapport à la musicalité, que l'émotion et l'impact musical et le choix artistique de l'artiste, de la prod et de l'ingé mix soient respectés, mis en valeur, mis en avant, et que ça sonne mieux. Et puis des fois on fait des choix un peu plus drastiques, où en voulant faire ça, finalement on va contre un mix qui nous a été amené. C'est-à-dire par exemple quand on mixe dans une petite cabine avec des petits moniteurs qui manquent de graves, on peut se retrouver typiquement avec un mix qui déborde beaucoup dans le bas, avec un kick qui arrive très fort devant et la basse, et finalement ça arrive et le groove il est un peu à l'envers avec ce gros kick devant, avec la snare qui tape derrière, alors qu'en fait c'est du rock, faut que la snare elle tape devant, et d'un seul coup on va rééquilibrer tout ça pour que ça sonne partout hyper bien, même si son mix, au mixeur il sonnait très très bien dans sa cabine en réalité. Mais voilà, donc c'est toujours un rapport entre la transportabilité, la musicalité, faire en sorte que chaque titre sonne indépendamment les uns des autres le mieux possible, et puis créer cette homogénéité dans l'ensemble de l'album ou de l'EP pour créer une jolie cohérence dans tout ça, même si ça a été enregistré dans 2 studios différents, mixé par 4 mixeurs, comme ça arrive souvent. Ok. Donc tu croises souvent des gens qui viennent vers toi pour ces formations-là. Est-ce que tu
tu vois des mythes ou des préconceptions du mastering qui tombent quand ils ont bien quand sûr. tu leur parles, c'est quoi alors? Les gros classiques, même si c'est un peu moins le cas aujourd'hui, typiquement de masteriser à moins 14 dB l'UFS pour les plateformes de streaming, ce qui n'a aucun sens. Encore une fois, les plateformes de streaming, la normalisation, c'est hyper bien, donc c'est une normalisation de lecture, c'est super pour écouter de la musique en tant qu'auditeur, pour passer d'un titre de musique classique, de pop, de rock, de métal, d'électro, donc voilà, donc évidemment, on peut gagner en dynamique et moins compressé si le style de musique s'y prête, si c'est des musiques acoustiques, orchestrales, c'est super d'avoir plus de marge dynamique et d'avoir moins besoin de limiter, mais c'était déjà naturellement le cas. Donc il y a encore cette croyance un peu de la cible à suivre. Oui, bien sûr. Et puis évidemment, sur les titres pop, électro, modernes, etc., c'est en compressant, en clippant, qu'on gère du groove, de la musicalité, de la cohésion, et que c'est comme ça que ça sonne en fait. Donc j'ai évidemment plein d'exemples comme ça qui permettent de s'en rendre compte très très facilement. Des gens qui jugent les masters au visuel, quoi, ou aux valeurs UFS. Enfin, tout ça n'a pas de sens. C'est des outils qui sont intéressants, qui nous donnent des indications. En aucun cas c'est des cibles. Mais bon, en effet, c'est un sujet qui arrive un peu moins souvent, mais quand même, c'est quand même répété assez régulièrement. Ou la loi des mixer à moins 6 dB, pic, avec cette marge de manœuvre où il n'y a pas du tout de signal audio entre moins 6 et 0, ce qui n'a plus trop de sens aujourd'hui, parce que c'est du vent en fait, il n'y a pas de quoi travailler le signal. Maintenant, si on a vraiment en effet un coup de caisse claire qui vient vivre entre moins 6 et 0 dBFS, là en effet on a une vraie dynamique. Mais en vrai, après ça je le partage dans les cours, mais ça n'a pas d'impact. Si on m'envoie un mix qui pique à moins 6 en 24 bits, ça fait de mal à personne, tout va bien. Mais en effet, il y a quelques mythes, croyances comme ça qui sont encore toujours d'actualité, mais globalement ils sont plutôt pas trop mal informés, parce que justement ça y est, ces mythes sont quand même ont été débunkés depuis quelques années par de nombreux professionnels du métier, quoi. Et est-ce que tu vois des évolutions un peu dans ton métier d'ingé mastering depuis les débuts de ta carrière? Qu'est-ce que je vois comme évolution? On a des outils avec l'intelligence artificielle qui arrive, ce qui est hyper cool, ce qui est assez puissant. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai un mix en urgence où on a très très peu de temps en termes de deadline, on ne peut pas faire de révision, ou le mix serait pas joignable pour X ou Y raison, et que la basse est 4 dB trop forte, c'est super, tu peux la baisser de 4 dB. Alors il y a encore quelques artefacts, mais ça c'est quand même assez puissant comme outil. Ça c'est plutôt cool. C'est un métier qui donne envie. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui veulent faire ça. C'était déjà le cas avant, ça l'est d'autant plus parce qu'en effet, il y a des plugins qui sont de plus en plus puissants, qui se rapprochent vraiment de l'analogique, voire qui sont des équivalents aujourd'hui, donc qui sont des outils auxquels on n'avait pas accès avant. Donc ça rend le mastering d'autant plus accessible de ce point de vue-là. La disponibilité des outils et leur puissance en digital. Maintenant, ça fait pas la cabine. Les conditions d'écoute qui restent quand même quelque chose de primordial pour faire du bon mastering. L'expérience bien sûr, mais ça s'acquiert avec le temps. Mais en effet, il y a de plus en plus de cabines qui se montent, ou de gens qui font du mastering de manière un peu plus sérieuse, parce qu'en effet, le premier home studio avec une Scarlett et un DT 770 propose de faire du mastering, entre guillemets. Mais voilà, et donc il y a des jeunes qui font ça hyper bien, qui commencent à faire des choses très très cool. Et puis à côté de ça, des cabines aussi qui se montent à grand budget, qui marchent pas forcément. Donc c'est un milieu qui vit. Ça a toujours été plus ou moins le cas. Quand je parle de ça justement, un peu aux anciens, ils me disent oui, mais ça a toujours été un petit peu le cas. Donc j'ai l'impression que ça suit son cours, même si c'est en effet un métier attrayant, parce que en effet en peu de temps on a un résultat satisfaisant, ce qui est assez plaisant dans ce métier. On touche à des projets cool, on fait de la musique, voilà, c'est quand même stylé. Je voudrais évoquer un dernier petit sujet assez rapidement avec toi, qui est hyper important à Translab, c'est la gravure. Ouais. Donc c'est un peu les origines, la définition originale du mastering. Bien sûr. Ouais. Passer d'une bande magnétique à un acétate, enfin le patron sur lequel va se baser l'usine. Alors ça a pas mal évolué ces dernières années parce que aujourd'hui on n'est plus forcément obligé de passer par un ingé gravure, on peut envoyer à l'usine. On ne sait pas forcément qui c'est qui fait la gravure, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça, ce process, et comment Translab se positionne? Bien sûr. Déjà, pour fabriquer un vinyle, il y a 3 étapes. Il y a en effet cette première étape qui est la gravure sur lac, qui permet de délivrer le master. Donc il peut être fait en effet soit à l'usine, soit dans un studio de gravure dédié. C'est ce que propose Translab, le studio de gravure dédié. Ensuite, cette laque est envoyée à l'usine. C'est le développement, la galvanoplastie. La laque est trempée dans un bain avec un procédé de pyrolyse, il y a du métal qui vient se coller dessus, et c'est retiré un petit peu comme une pelure, on se retrouve avec ce qui va permettre de faire les matrices. Donc ça c'est la deuxième étape.
est aussi une étape importante. Et la troisième étape que tu connais le plus, c'est celle où on met les matrices dans les machines à presser, où sont pressés les premiers vinyles. Donc nous on fait la première étape. Un gros tampon en métal. Oui, voilà. Ouais. Et donc c'est 3 étapes séparées. Des fois, certaines usines en fait ne font que le pressage et sous-traitent les 2 premières. Et puis certaines usines peuvent proposer de faire les 3. Ce qu'il faut savoir avec le vinyle, c'est que c'est des procédés relativement opaques et il y a finalement assez peu de circuits qui font des vinyles de qualité. La plupart sont quand même pas foufou, même si ça va mieux. On sort d'une époque un petit peu difficile post-Covid. Maintenant, c'est un petit peu mieux. Mais l'idée, c'est que si on fait une gravure en usine, c'est une gravure un peu standard. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps. On n'est pas sur un ingénieur du son avec une cabine qui va avoir une attention extrêmement poussée. Mais on va avoir une gravure un peu standard, rapide, où les fichiers vont être ajustés dans une certaine moyenne, en fonction de ce qu'ils jugent être cohérent par rapport à la durée, etc., et au niveau. Et on va avoir une gravure. Donc il y a un petit côté roulette russe, même s'ils ont un certain savoir-faire. Mais des fois c'est cool, des fois ça tord un petit peu en fin de phase, des fois on perd un peu d'aigu. Voilà, c'est pas optimisé à fond. Nous chez Translab, ce qu'on propose, c'est une gravure haut de gamme, donc qui coûte plus cher. Mais on va vraiment travailler le son sur toute la durée de la face. On va trouver le sweet spot justement pour mettre le niveau le plus fort possible sans toucher la saturation, ou très peu, sauf si le style s'y prête, pour avoir le maximum de niveau sur la gravure. C'est quand même important d'avoir du niveau sur un vinyle parce qu'on a un bruit de fond qui est quand même plus élevé comme support, avec les cracks, le bruit de fond, etc. Et avoir le plus joli son possible. Et puis pour les DJ, le volume, ça peut être important. En fonction du style, bien sûr. Alors pas sur de la musique classique ou un jazz à public audiophile, mais en effet, si on est sur des regravures ou des rééditions de NTM ou de IAM, oui, ça va être hyper important. Ou sur de l'électro, j'avais regravé tous les FCOM aussi, ça va être quelque chose en effet d'important. Donc voilà. Et après, sur d'autres styles, l'idée, ça va être d'être très très fin, justement, jazz un petit peu audiophile, musique classique, ou des artistes pour lesquels il n'est pas question d'avoir la moindre distorsion ou quoi que ce soit. Donc on va vraiment travailler ça dans le détail, compenser la perte d'aigu en fin de face. Un mythe qu'il peut y avoir dans le vinyle, c'est qu'on doit forcément mettre le bas en mono ou couper à 40 Hz parce que le grave ça le fait pas sur le vinyle. Tout ça c'est pas vrai. On grave souvent en mono parce que mécaniquement c'est intéressant, mais en réalité le problème sur un vinyle, ça va être les oppositions de phase dans le grave. Pas forcément le fait que le grave soit en stéréo. Il y a plein de projets que j'ai gravés en stéréo, notamment avec Simon Lancelot ou Mika Rangard, etc. Mais confrères ingé mastering, parce que le style s'y prêtait et que ça sonnait mieux. Et inversement, des fois, en gravant avec le bas en mono, il y a un truc mécaniquement qui est hyper cool musicalement, mais on fait ses choix pas de manière automatique, c'est du sur-mesure, un peu comme le mastering. Alors bien sûr, il y a des usages et des pratiques, mais voilà, on va travailler ça finement. Et je t'inviterai peut-être à l'occasion pour faire le studio tour de la cabine de gravure. Parce que c'est vrai que c'est un procédé hyper cool, on a une très 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 jolie cabine, et puis c'est hyper artisanal, c'est assez deep, c'est assez passionnant, et en faisant ce travail, il y a quelques projets où on a vraiment des super beaux résultats et les vinyles sont hyper cool, quoi. Trop bien, et on se dit à la prochaine alors dans la cabine vinyle. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut Victor.